Vladimir Fedorovski, nous avons pris l'habitude de te voir et de t'entendre. Quand on parle de la Russie, on te voit sur les plateaux de télévision, tu viens nous donner des expertises. Nous nous connaissons depuis longue date, nos femmes sont amies, et en même temps... Nous sommes des amis. Oui, mais nous, c'est après. Nous, c'est après, parce que là, on essaye de se ménager. Nous sommes évidemment des amis. Et nous connaissons ta spécialité, ta capacité à nous parler des affaires de la Russie. Nous savons l'homme que tu as été, le diplomate, le propagateur de la perestroïka, le collaborateur de Gorbatchev. Nous savons le critique que tu es de ce qui se passe actuellement. Je voudrais te poser d'abord une question, parce que nous vivons ces jours-ci une accumulation de tensions très préoccupante. Après avoir vécu avec beaucoup d'espoir ce que nous pensions en Occident être la libéralisation de la Russie, après avoir vu la Russie se rapprocher de nous, après avoir cru à un Éden, après avoir vu Clinton et Yeltsin faire les zouaves pour manifester leur bonne humeur, aujourd'hui, la Russie est pratiquement mise au banc de la société occidentale et on ne sait pas pourquoi, nous, simples citoyens, on ne voit pas ce qui s'est passé. Alors, nous savons que tu es un expert. Nous voudrions, au travers des 3 vies que tu as vécues, dans tes 3 spécialités, que tu vas d'abord nous relater, tu vas nous dire si nous sommes à un des moments les plus dangereux qu'a connu l'humanité, parce que c'est ce que tu m'as dit un jour, que je t'ai entendu dire à la place, à la salle Gaveau, et j'en suis profondément troublé. Mon cher Jean-François, je suis fier d'être avec vous, j'adore venir en Corse, je vous adore. C'est vrai que, vous savez, je vais vous dire, on a parlé tout à l'heure au déjeuner, je viens ici avec beaucoup de plaisir et j'éprouve un sentiment de réconfort quand je viens ici, parce que en Corse, les gens assument leur identité, leur passé. C'est très plaisant pour moi, franchement, dans le contexte où les gens ne s'assument pas. C'est vrai que je pense que dans ma carrière diplomatique, j'ai eu 3 vies, j'étais diplomate, après j'ai été mêlé à la politique russe, et maintenant depuis 30 ans, je suis écrivain modestement le plus édité, d'origine russe, en tout cas en Europe. J'éprouve un sentiment à la fois de l'échec et de la grande inquiétude. L'échec parce que quand on a fait ce bordel, c'était pour changer le monde. Et le résultat que la situation d'aujourd'hui, je pense que c'est pire que la guerre froide. Et c'est pas moi seulement qui pense comme ça. J'ai vu Kissinger, j'ai vu Védrine, j'ai vu Schulz. Il y a les gens qui comptent, qui disent que la situation est beaucoup plus dangereuse que la guerre froide, parce que pendant la guerre froide, il y avait des règles. Il y avait un système que j'ai modestement construit avec Gorbatchev, avec les gens de l'époque, Mitterrand, Gorbatchev, il y avait un système de fusibles. Aujourd'hui, ça n'existe pas, ce qui est beaucoup plus grave. J'ai posé cette question à Kissinger, mon cher Jean-François, il m'a regardé presque avec pitié. Il a dit, monsieur, nous étions des gens sérieux, nous n'étions pas comme les guignols d'aujourd'hui. Ça m'a bouleversé, presque. Les guignols d'aujourd'hui, quand Kissinger dit, ça me dit long, mais c'est vrai qu'il y a une chose que je ressens profondément, que la manipulation existait pendant la guerre froide. J'ai écrit un livre, il n'est pas là, mais il est partout, le roman de la manipulation à cause de ça, mais la différence par rapport à l'époque précédente, que les gens mentaient, ils n'y croyaient pas. Aujourd'hui, les gens mentent, ils y croient. Les gens mentent et croient leurs mensonges. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Tout à l'heure, quand on a fait l'interview, on a revenu à ça, parce qu'on dit, attendez, mais Poutine est derrière les Corses, Poutine est derrière les Gilets jaunes, Poutine est derrière le Brexit, Poutine est derrière la Catalogne, Poutine...
J'ai dit continuez. Je dis à mon ami le journaliste, continuez à le dire parce que c'est très bien pour les livres. Plus vous dites, mais simplement ça ne correspond à rien. Vraiment à rien. Et quand je vous raconte ça, je vais vous donner, ma démarche est très simple. Ça perturbe maintenant le politiquement correct occidental et ça perturbe les Russes aussi, pour être franc, parce que je ne prends pas la position. Je donne des éléments de réflexion et après, c'est à vous de juger par rapport à ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est, je vous ai dit, l'inquiétude et l'échec. Pourquoi l'échec? Parce que quand on a fait ce bordel avec Gorbatchev, avec Mitterrand, avec Jean-Paul II, on a tué le communisme, on a dû construire le nouveau monde, et ce monde, aujourd'hui, est beaucoup plus dangereux. Il n'y a plus de fusibles. Il n'y a pas le système des accords qu'on a construit, ça n'existe pas dans le contexte où la technique en boxo accéléré. Avant, il fallait plusieurs heures, 30 minutes, maintenant il faut 3 minutes pour anéantir les pays. On n'a plus le temps, si on se trompe sur le jugement, on n'a plus le temps de vraiment réfléchir. Et en plus, les gens sont, ça concerne le monde politique, ça concerne les journalistes, ça concerne les experts. Ils sont unidimensionnels, ils ont dans le préjugement. Ils pensent qu'ils détiennent la vérité. C'est vraiment quelque chose qui me perturbe. Je les méprise entre nous parce que, vous savez, tout l'art du dégât, c'est quand même se mettre en doute. Plus de doute. Vraiment, les gens sont persuadés qu'ils détiennent la vérité. Ça, c'est quelque chose. En plus, s'ils ont été... ça se rajoute la compétence, ça se rajoute, vous savez, le désir de plaire aux chefs, banalement. Pourquoi les gens, même les experts, je connais dans le monde, les experts avant, quand on a fait la réunification, j'ai pris la plume, j'ai écrit un télégramme, un jour ce sera publié, pour contredire, souligner l'erreur de Gorbatchev. Il a cru aux Américains aux paroles, il fallait conclure le traité, et j'ai dit noir sur blanc qu'il sera berné par les Occidentaux. Et je leur dis à l'époque, je contredisais les chefs. Aujourd'hui, les gens ne contredisent plus. Et ça nous donne le monde imaginaire. Le monde imaginaire c'est vrai que c'est très dangereux. Il y a un aspect qui me concerne spécifiquement cette diabolisation qui me gêne beaucoup par rapport aux Russes. Le problème, c'est très contre-productif. Vous savez, à l'époque, j'ai travaillé avec eux, les gens réfléchissaient. Il y a une tradition gaulienne de Mitterrand qui disait qu'il faut construire la maison de l'Europe, équilibrer les intérêts, faire vendre les choses. Non, on a choisi le diable. L'exemple classique, c'est Obama qui va venir, paraît-il, en France. Il disait, il comparait aux Nations Unies. Vous n'avez même jamais entendu parler de ça. Mais les Russes, ils ont bien assimilé ça. Il a comparé pas petit. La civilisation russe avec Ebola et avec l'islamisme. Au même niveau. Vous n'avez jamais entendu. Ça en dit long d'ailleurs sur les compétences. Parce que vous n'entendez, mais les Russes, quand ils ont entendu ça, mais ça va. Pourquoi c'est si dangereux? Ça va. Les Russes, ils ont dit, c'est pourquoi ils ressentent ça, mais c'est trop tard. Il y a un divorce, à mon sens, définitif entre les Russes et l'Occident. Poutine, il est devenu, ceux qui ne ressentent pas, les guignols qui analysent ça, ils ne ressentent pas les guignols Poutine. C'est pas Poutine, c'est l'élite russe, c'est l'opinion publique russe. Ils ne veulent plus entendre parler de l'Europe. Ils disent qu'ils veulent s'appuyer de l'Europe. Ça va. C'est les choses, c'est leur supposition. Les Russes ne veulent pas entendre parler de l'Europe. Il a bien sûr dans la course, mais sinon, en dehors de cet aspect quasi touristique, il a dit c'est ça de l'Europe. Ils disent l'Europe est en train de s'islamiser. L'Europe ne s'assume pas. Vous comprenez? Il est en train de trahir ses valeurs judéo-chrétiennes, qu'ils vivent leur vie avec leurs migrants, tout ce qu'ils veulent. On va travailler avec la Chine. Ils sont... Ce dernier épisode, moi j'ai eu
sentiment de gêne, parce que, vous savez, les Russes sont foutés, franchement, ils n'ont pas été invités à la festivité, aux festivités de ça. Vous savez, par hasard, dans ma famille, il y a 8 personnes qui sont péries pendant la guerre. Mon père est mort suite à la guerre. Mais sur 8 personnes qui sont péries au front, il y en avait 4 qui ont été péries à l'opération Bagration, ce qui s'appelle. Vous savez, 2 millions de gens. Et il y avait combien 160 000 Américains. Comparaison, ils n'ont pas été invités. Poutine a dit, je ne suis pas général de Vénèse, je ne viens pas. Mais, encore une fois, c'est Poutine, comme il est tordu, il a invité en même temps pour la visite d'État le président chinois, et ils ont conclu plein d'accords, y compris les militaires, etc., pour souligner ça, où se trouve le monde. Je dis, tout ça, c'est les choses. Et ça m'inquiète, je dis, sentiment d'échec, parce que dans ma posture, quand j'écris le livre, je suis souvent trait d'union avec la Russie. Et quand j'étais diplomate, j'étais toujours trait d'union. Et maintenant, avec ce que j'écris, franchement, je vends le mythe russe. Le livre 43e, je vais sortir le roman vrai de Dr. Zhivago pour Noël, pour faire rêver. Les choses comme ça. C'est des choses. Mais quelques traits d'union. À quoi ça sert? Aujourd'hui, ce qui se passe, et je pèse mes mesures, pèse mes mots, vous savez, il y a une rupture comparable avec la Russie par rapport à ce qui se passait avec Pierre le Grand il y a 300 ans, quand la Russie est devenue naturellement européenne avec Dostoïevski, avec Tolstoï, avec les ballets russes, avec j'en passe les meilleurs, Tchaïkovski. Aujourd'hui, 80% des Russes ont été pro-européens à mon époque. Aujourd'hui, s'il y a 20%, ils disent non. Il vient à Paris, vous savez, vous ne le connaissez pas, parce que les gens sont étonnés, parce que comme la Russie est le diable, ils pensent que la Russie. Mais les gens qui viennent à Saint-Pétersbourg, à Moscou, il y a des gens qui reviennent complètement. Ils ne comprennent même pas les Français, parce que Moscou est beaucoup plus propre et beaucoup plus riche dans l'extérieur. Quand vous voyez, ça n'a rien à voir avec Paris. Tout ça, c'est les choses comme ça. Évidemment, je ne dis pas que les Russes sont mon concept d'une manière générale, pour que vous me compreniez, que chaque nation est responsable de ce qu'elle a. Les problèmes russes, c'est les voleurs russes en premier lieu. Les problèmes américains, c'est pas du tout Poutine qui a fait élire Trump. Vous savez, l'influence de Poutine sur l'élection de Trump, zéro. Ils ont piqué les mails qui n'ont aucune espèce d'importance, et c'est tout. Et encore, etc. Tandis que, par exemple, les Américains, ils ont fait élire, carrément élire, encore il n'était pas élu, il n'était pas élu. CIA, il est envoyé, je connais l'histoire, je raconte, il n'est pas les livres, il n'est pas là, mais je raconte l'histoire. C'est pas encore une fois, même mon enquête, les Américains, les journalistes américains calés, ils le savent. C'est une banalité. Le téléphone de Gorbatchev, il était tout le temps écouté, tout le temps. Tout Gorbatchev était écouté en direct par les CIA. Et ils disent que vous comprenez, on deux poids, deux mesures d'une part, mais d'autre part simplement des mensonges et suppositions. Et quand les experts français, les experts même les Américains, ils le savent, mais ils n'osent pas dire, de leur dire. Vous comprenez? Et ça entretient le monde absolument dans n'importe quoi. Tout à l'heure, on a parlé dans l'interview, ils disent que les Russes sont militarisés. Militarisation, le monde titrait militarisation des Russes. Mais est-ce que les Russes, ils pouvaient agir autrement? Pas militarisation. Quand il y avait, moi je vous dis, l'élargissement de l'OTAN, l'engagement des Américains, les Russes, ce n'est pas un facteur, c'est un Ebola. Yougoslavie, il fallait agir aux Nations Unies. Il a dit, quelles Nations Unies? Vous n'êtes pas un facteur, on s'en fiche. Bouclier antimissile, c'est contre l'Iran, ils installent les fusées à la frontière russe.
Il dit, mais attendez, pourquoi l'Iran n'existe? Non, 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 vous n'êtes pas... Comment ils peuvent réagir? Ils pensaient que les Russes, ils vont avaler, pas Poutine. La civilisation russe. En plus, vous savez, je vais vous dire, le problème réel, moi j'ai eu, je vais vous raconter 2 ou 3 histoires à ça, mais quand j'ai édité la première, autrefois j'ai dirigé une collection dans une maison d'édition, et j'ai édité la première biographie d'Obama en Occident. Et j'ai eu l'occasion de lui donner la biographie, c'est une des raisons de la création de l'écriture de ce livre. Je lui donne ça, et il a dit, ce sera très simple, nous allons maintenant trouver l'astuce, on a on va faire les sanctions, les Russes ils vont vivre mal, ils vont virer Poutine. Et il y avait un ancien ambassadeur américain de mon époque qui était présent, il a regardé, on s'est regardé avec lui. Je lui dis, il faut qu'il relise Tolstoï, parce que c'est une incompréhension de la psychologie russe. Et ce qui s'est passé, ils ont fait la pression et Poutine n'a jamais été si populaire. C'est-à-dire, vous comprenez, ce qui me gêne, à la limite, finalement, si c'était productif, j'aurais accepté. Ok, quand ils ont dit qu'on va créer la démocratie, rien pour revenir à nos affaires, j'aurais accepté, mais quel Proche-Orient, quelle démocratie au Proche-Orient? J'aurais accepté s'ils ont dit on va créer, miser sur l'islamisme modéré. Je leur disais, attendez, l'islamisme modéré n'existe pas plus que l'islamisme. Tout ça, c'est beaucoup de n'importe quoi. Mais pour revenir à mon ambassadeur, il refile mon livre, au dîner, après, au dessert, l'ambassadeur lui a dit, Vladimir, détrompe-toi. Il faut qu'il lise Tolstoï. Pas relise, mais lise Tolstoï. Vous comprenez? Ça, c'est les choses, je vous parle vraiment avec tristesse. Mais c'est la vérité, hélas, que je peux dire quand même au moins Corse, qui est un peuple fier, qui s'assume. On essaye. Est-ce que tu peux nous raconter, parce que tu étais au premier balcon, la chute du mur de Berlin? Je vais te dire, je vais te raconter 2 histoires. J'étais présent à parler par rapport à ce qui s'est passé. Après, je voudrais quand même parler quelques mots sur le Proche-Orient, si tu me permets, parce que c'est la crise. Mais tu comprends, sur la chute, il y a 2 choses qu'il faut comprendre. Vous comprenez? Et finalement, c'est le sujet de notre conversation. Vous comprenez, tout ce qui se passe aujourd'hui est remonté à cette période quand les gens ne comprenaient pas ce qui s'est passé avec la chute du mur et avec la chute du communisme. Les Américains, ils se sont persuadés qu'ils ont gagné la guerre froide. Les Russes, ils doivent s'écraser. C'est la seule hyperpuissance. Et si on pense ce qui est grave, hein, encore pour les Russes, c'est pas grave, mais ils pensent que tout le reste doit s'écraser. Je m'excuse, je vais mettre le chandail. Comment ça? Là, il y a du vent. Il y a du vent. Et quand ils ont fait ça, je vais vous dire, c'est un mensonge. La chute du communisme, tout d'abord, franchement, le communisme est mort pour une simple raison, que ce système fonctionne avec la terreur. Si on arrête la terreur, le système s'écroule. Et mes amis, surtout Gorbatchev, Fraïssa, il n'y avait pas de nombreux, ils ont cessé de tuer. Quand on cesse de tuer, ça termine. Ça ne fonctionne pas. Ils ont fait ça pour certains consciemment, d'autres inconsciemment, mais c'est comme ça. Les Chinois continuent à tuer, vous les applaudissez, vous dites qu'ils sont les meilleurs, c'est eux qui ont raison, mais chacun a ses goûts. Moi, je n'aimais pas tuer. Pour revenir à ça, l'histoire de la chute du mur n'était pas dite.
du tout, les gens ne savent pas. Au mois de juin, je vais raconter comment ça s'est passé réellement. Il y avait une réunion, il y avait 5 personnes qui ont participé au Kremlin, il y avait une chambre de boiserie, 5 personnes, dont mes amis réformateurs, Shevardnadze et Yakovlev qui était numéro 2, ensemble de Gorbatchevisme. Il y avait Gorbatchev qui jouait un rôle dans l'arbitre, et il y avait le KGB et l'armée. Et le KGB, qui était absolument, c'était des gens assez pointus, contrairement, les Russes détestent maintenant cette période, ils disent qu'ils sont tous nuls, tous les traîtres, tous nuls, c'est pas vrai, ça, c'est les gens savaient comment il faut agir, ils ont dit, il faut arrêter ça, si ça continue, ce sera la réunification, la chute du mur, et finalement la fin de l'Union soviétique, il faut... Les Allemands de l'Est voulaient intervenir avec l'aval des Russes, on tue 1000 personnes, ils ont tué 25 millions, pourquoi 1000 de plus, on s'arrête, basta. L'Occident accepte parce que ni Mitterrand ni Thatcher ne voulaient pas, ni même Bush ne voulaient pas la réunification d'Allemagne. Ils discutent. Et ça s'est passé, mais vous savez, intellectuellement, ces gens-là, en tout cas pour Yakovlev, qui était persuadé que le régime criminel, il faut en finir, autrement c'est la guerre mondiale, il y avait toute une réflexion sur ça. Mais Gorbatchev, il a hésité. Un jour, je vais faire un roman vrai de Gorbatchev, quand il mourra, je vais raconter, c'est un personnage shakespearien, c'est un personnage, les Russes le détestent, c'est le personnage aujourd'hui le plus détesté de l'histoire de la Russie, toute l'époque confondue, ils le considèrent comme crétin et traître, ce qui n'est pas vrai, et en tout cas, mais c'est un joueur, c'est un artiste, c'est du Shakespeare, tout ça. Il jouait. Et quand on a vu que c'est 2 contre 2, Gorbatchev hésite, Gorbatchev il part. Il part, quand il part, il y avait, vous savez, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais Raïssa détestait quand la femme de Gorbatchev, elle détestait quand Gorbatchev vient en retard au dîner. Il doit enlever les chaussures, mettre les chaussons et être pile à l'heure au dîner. Patrouchka, si vous connaissez, tous les maîtres russes, tout doit être là. Et tant qu'il vient dans la voiture, d'où l'importance des égéries, dont ta femme, que je félicite, tant qu'il vient dans la voiture, mon ami Yakovlev prend le téléphone et téléphone à Raïssa. Il a dit, ok, on peut accepter le plan du KGB, il n'y aura pas de réunification, il y aura... Mais dans ce cas-là, nous sommes otages du KGB et de l'armée. Dans le meilleur des cas, nous serons chassés du pouvoir et dans le cas le plus probable, nous serons tués. Et Raïssa, qui est une femme de tête, écoute ça d'une manière silencieuse. Gorbatchev vient dans la voiture noire. Il enlève ses chaussures noires, il met ses chaussons de couleur bleue prononcée. Et il s'installe à sa table et il mange tout d'abord borsch et puis le pelmeni, et puis vatrouchka, le célèbre gâteau au fromage que je recommande à toutes. Et au gâteau de fromage, Raïssa l'a briefé, et après il l'a briefé sur l'oreiller. Et Gorbatchev revient le lendemain et il a dit pas d'intervention. C'est une affaire interaméricaine. Ce jour-là, au mois de juin, personne ne savait. Ce jour-là, la réunification a été scellée. Pour être franc, 2 semaines plus tard, Gorbatchev a été invité par Kohl. Ils ont eu des rapports au début conflictuels, parce que, et après, ils sont devenus vraiment copains. Et Kohl, d'ailleurs, Kohl, il partageait mon avis sur l'inquiétude. Vous savez, il trouve que Merkel était... Il m'a dit, à propos de l'Ukraine, jamais de la vie, ça serait passé comme ça en Europe si j'étais... je l'ai vu longuement. Mais bref, Kohl, force de la nature, tu comprends, il bouffe comme nous tous, 3. Il picole, il peut supporter ce qu'on veut. Et il accueille Gorbatchev, Raïssa, ils sont à Bonn à l'époque, le Rhin, ils ont bu les vins blancs. Et après ils sortent, Gorbatchev, il a bu un tout petit peu, mais Gorbatchev, il ne supporte pas l'alcool, il devient tout de suite sentimental.
il vient et colle un peu comme ça, en forme, je dirais. Ils sortent, ils se promènent à deux le long d'un Rhin. Et Cole hésite, mais il est quand même, il a déjà mangé, il a déjà bu, et ça donne un peu de courage. Il hésite encore, mais le courage est là. Il dit, il hésite, et il dit finalement. Vous savez, tu sais, Michael, je tutoyais à l'époque déjà. Tu sais, Michael, c'est très simple. La réunification, c'est comme la fleuve, comme le Rhin. On ne peut pas l'arrêter. Et en plus, et là, il lâche. Nous sommes prêts à payer. Et il regarde. Il m'a dit, comment est-ce que il va réagir, il va me gifler, qu'est-ce qu'il va faire? Il y avait 1 minute de silence, et là, c'est le dernier point de la réunification. Tout le reste, c'était 3 mois plus tard, c'était déjà, je vous dis, le Kremlin, début juin, deuxième chose, le Rhin. Et 1 minute de silence, et Gorbatchev met le point sur les i. Il dit combien? Le mot combien, c'est la réunification. Ils ont, franchement, les Russes, ils le détestent ce moment-là. J'approche Gorbatchev qu'il a bradé ça, qu'il était n'importe quoi. Il y a beaucoup de n'importe quoi dans Gorbatchev aussi, mais quel élan, le truc. Et le fait est là, ils ont payé 60 milliards. Les Russes n'ont pas demandé beaucoup, vraiment, Gorbatchev était... En plus, il y avait beaucoup de choses qui ont été volées, mais vous comprenez, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que, comme concept, il y avait des gens qui ont été visionnaires, qui ne sont pas appréciés aujourd'hui en Russie, mais qui ont sauvé le monde de la guerre mondiale, et surtout qu'ils ont donné l'ouverture à la Russie. Et ça, c'est les gens qui ont considéré ce régime ça. C'est aussi, il faut aimer le tuer. Gorbatchev, ni politiquement, ni humainement, ne pouvait pas tuer. Il voulait éviter ça. Évidemment, il a surestimé tout d'abord, il a été... Moi, je suis assez responsable de ça, parce que moi, à l'époque, je racontais beaucoup d'histoires, et même moi, j'ai surestimé l'intelligence occidentale. Parce que, vous savez, après, l'Occident, il a appris ça, ils ont avalé, et après, ils ont dit, aux Russes, écrasez-vous, vous êtes une puissance, ils ont humilié la Russie, ils ont méprisé la Russie. Et ça a donné cette réaction qui était là. Et surtout, pour le communisme, je vais presque terminer avec ça, je tiens à vous raconter, vraiment, le communisme est mort par hasard. Ça aurait pu durer. On dit que c'est économiquement ça a marché, mais ça n'a jamais marché. Il suffit d'utiliser la terreur et le système marche. Vous enlevez la terreur, le système s'écroule. Et Gorbatchev, il a utilisé, mais même avec ça, vous comprenez, le communisme est mort le 19. Je raconte ça rarement, mais la vraie histoire, c'est la suivante. Je me souviens, j'étais à l'époque porte-parole d'un parti là-bas démocratique et porte-parole des antiputschistes. En quelque sorte, j'étais avec Eltsine, si vous vous souvenez, le char, etc. Les chars entrent à Moscou. Vous savez, je suis convoqué chez Eltsine, on a bu, on pensait que c'est la fin, à 6 h du matin, une bouteille et demie de vodka chacun, avec les saucissons, tout ça, c'est inoubliable. Mais ça, c'est côté pittoresque. Ça n'a aucune espèce d'importance en l'occurrence, parce qu'à l'autre bout, et ça c'est le rôle des égéries et le rôle vraiment du hasard dans l'histoire. Le hasard dans l'histoire, c'est le hasard et les égéries. À l'autre bout de Moscou, il y avait un hôpital au Kremlin, du Kremlin. Il y a une dame très digne de 55 ans à l'époque. Elle s'appelait Tatiana, d'ailleurs. Tatiana, elle est allongée sur le lit, elle s'est cassé une jambe. Madame, elle en a marre déjà. Tant pis pour moi. Je raconte, tant pis. Je n'intéresse plus, mesdames. Et elle est allongée, elle allume la télé, c'est 9 h du matin, et elle voit les chars dans la rue. À côté de son lit, un téléphone de couleur
du Kremlin. Elle prend le téléphone et elle appelle son chauffeur. Et la voiture SIL blindée vient dans l'hôpital du Kremlin en flèche. Elle vient, elle prend la béquille. Elle marche à peine, mais elle entre dans la voiture et elle part en flèche directement dans le ministère de la Défense. Il vient au ministère de la Défense au 6e étage avec la béquille et elle entre dans un énorme bureau comme ça, où il y a les globes. Et il voit dans le bureau son mari, ministre de la Défense, qui est en train de réfléchir. Et il prend, c'était le béquille de Dieu. Il prend le béquille et il dit, texto, on va raconter. J'ai pensé, vieux connard, si tu tues les gens, si tu tires sur la foule, c'est terminé entre nous. Et c'était un couple fusionnel, lui il écrivait ses poèmes, etc. Quand le mec il a dit, non, t'inquiète, comme toi avec ta fille et ta femme, t'inquiète pas. Les chars sont dans la rue, mais ils sont sans munitions. Et il a promis qu'il ne va pas tirer, et après il nous a vendu la mèche, un petit putschiste, et le communiste est mort avec ça, parce que la disproportion, franchement, au début il y avait 1000 personnes du côté d'Helsinki, 1000 personnes, et de l'autre côté il y avait plus de 60 000 KGB, tout ça, c'est la disproportion, il pouvait nous arrêter, tout ça, c'était le truc. Et les Américains nous disent que c'est eux qui ont tué. Qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils racontent? Mais ils se font persuader. Mais j'ai dit pourquoi? J'ai dit, Vladimir, nous avons besoin de l'ennemi. Parce qu'il y a deux. La crise qui nous attend, c'est pour vos assurances vie dans une année. Dans une année et demie. Dans une année et demie. Et ils me disent, Vladimir, on a besoin de l'ennemi. On a besoin, parce que s'il y a... Les Chinois, c'est trop grand. On diabolise les Russes parce qu'il y a deux recettes pour combattre la crise. Il y a l'inflation, mais elle n'existe pas. Ils essayent de lancer, mais ça n'existe pas. Ou la tension entre la guerre. Et pour avoir la guerre, il faut avoir l'adversaire. On aurait pu prendre l'adversaire. À la limite, les islamistes sont des vrais adversaires. Mais eux, ils prennent la Russie, c'est pitoyable. C'est vraiment d'où vient la dangerosité de cette situation. Quand on parle avec ces gens-là, il y a, chez eux, il y a le fait qu'ils sont, ça c'est le vestige encore de 68 de l'éducation nationale, ils ont la seule certitude. C'est eux qui ont raison et tout le reste, ils ont tort. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'ignorance aussi. Ils ignorent. Moi, j'ai fait un livre sur Poutine, il n'est pas là, mais vous pouvez le trouver. Poutine, le tireur secret, qui était même dans le monde entier. C'était vous savez, Malassia l'a traduit, mais je leur donne les éléments, parce qu'il ne faut pas vivre dans le monde imaginaire. Il faut faire des choses. Voilà, mais les petits témoignages, la béquille de Dieu. S'il te plaît, Vladimir, je sais qu'il fait mauvais, mais j'aimerais quand même que tu nous racontes comment aujourd'hui notre bon tuteur, c'est-à-dire le gouvernement français, peut-il à ce point faire les mêmes erreurs que cette Amérique qui passe à côté de la réalité en ce qui concerne la Russie? C'est très difficile à expliquer ça, je ne voudrais pas entrer dans les choses glissantes, mais tu sais, le problème, l'intérêt national français et l'intérêt national russe devaient nous guider vraiment de mener le dialogue. Ce qui est grave, c'est non seulement le dialogue, ce qui est grave que aussi il y a l'aspect, il y a tout un tas de problèmes qu'on peut régler ensemble. Au Proche-Orient, nous avons les mêmes ennemis, c'est pas vrai. Et je dois vous dire que même sur le plan pratique, vous savez, la France était absente au Proche-Orient. Mais la France, pourquoi elle aurait pu jouer ça? Elle aurait pu jouer un rôle, mais elle ne joue pas un rôle.
Il y a beaucoup de facteurs qui sont là. Il y a aussi les dépendances, aussi le fait que la France est quand même très dépendante des États-Unis, la dette. La dette. La dette, c'est aussi ça. Il ne faut pas mentir. Je suis nullement, je comprends bien qu'il y a le temps, il y a toutes les choses comme ça, mais il y a l'intérêt national français. L'intérêt national français, là, je suis formel, aurait dû nous guider de continuer cette tradition, ce qu'on appelle gaulo-mitterrandienne, de tradition de défense de la souveraineté nationale et de défense de l'intérêt national. Et l'intérêt national, ça, c'est peut-être ça, il parle, de temps à autre, ça surgit, mais en même temps, dans les faits, il n'y a rien, mais je crains que vraiment, aujourd'hui, c'est trop tard, presque. Moi, je continue à dire, attendez, mais il faut rétablir le dialogue, mais de deux côtés, il y a cette rupture qui est déjà consommée. Et surtout que les Russes, ils disent, de toute manière, c'est la puissance de l'île. Il faut dire que les Chinois sont beaucoup plus subtils. Peut-être qu'ils sont beaucoup plus dangereux, mais les Chinois, ils ont beaucoup de respect pour la civilisation russe. Et quand il y a ces phrases, ce manque de respect, tout ça, c'est impardonnable. C'est les choses que les Russes n'oublient pas. C'est les choses, en plus, c'est absolument inutile. Je ne comprends même pas pour quelle raison les Russes, qui ont perdu 27 millions de gens dans la lutte contre les nazis, et tout le monde sait que si il n'y avait pas Stalingrad, il y avait Hitler aurait été là, pourquoi ils n'ont pas été? Je ne comprends pas. Pourquoi? S'il ne voulait pas parler avec Poutine, il invite sous fifre et on oublie. Parce que tout le monde maintenant parle de ça. Quand le salon parisien, etc. Quand ils n'ont pas invité, ils ont fait la plus grande gaffe diplomatique parce que tout le monde en parle. S'ils ne voulaient pas qu'on en parle, il fallait l'inviter et basta. Et on oublie. Les choses sont comme ça. Voilà, mon cher. Hélas, ce n'est pas facile, notre vie. Est-ce que je peux, Vladimir, te demander si la Corse ne peut pas servir d'intermédiaire entre la France et la Russie? Ah oui, tu sais, moi je suis persuadé, je vous dis, je viens ici, moi, je vais vous dire, franchement, je me pose la question, pourquoi je suis à l'aise ici. Et j'ai compris qu'il y a vous savez, les Russes, ils assument leur histoire tragique, ils ne veulent pas parfois revenir à leur histoire tragique, mais ils assument tout. Et je pense que les Corses, ils l'assument aussi, ils s'assument. Et puis, vous comprenez, pour revenir à nos chats quand même, Proche-Orient, comment vous dire, mais bon, je ne serai pas politiquement correct, mais je vais vous dire. Moi, je suis souvent en Normandie, au mois d'août notamment, j'écris mes livres en mois d'août. Je viens sur les plages de Deauville en Normandie. Vous ne venez pas en Normandie au mois d'août. Moi, je viens. Vous voyez les plages noires. Pas noires. Noires, burqa. Burqa. Que ça. Je viens en Corse, je ne vois pas de burqa. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez? Sur le plan de ça, on vient sur les choses de l'incompréhension sur le Proche-Orient. Sur le Proche-Orient, sur le Méditerranée, c'est l'incompréhension et c'est les fantasmes aussi. Vous comprenez? Moi, je me souviens, je suis, comme il ne voulait pas me compromettre, il a gommé mon passé, mais dans mon passé, il y avait un moment quand je me suis occupé du Proche-Orient et j'étais interprète, pour être franc, du Kremlin de la langue arabe, de Brezhnev de la langue arabe. Je connaissais tous les gens du Proche-Orient, entre Kadhafi et Saddam Hussein, vous avez le choix, à mon époque. Alors je suis connaisseur de cette région et je suis connaisseur de dossiers. Mais je connais aussi les arabisants du monde entier. Les Français sont excellents, il y a des arabisants excellents, à la fois les ambassadeurs, les gens, les espions, il y a des gens extraordinaires, vraiment extraordinaires, qui parlent arabe. Du monde entier, ils se connaissent. Et il y avait un Américain qui était un conseiller à l'époque du président américain pour le Proche-Orient, c'était en plein printemps arabe, si vous le permettez. Il vient me voir à Paris et il me dit, Vladimir,
nous avons inventé une combine, qu'est-ce que tu penses? Je dis, mais quoi, une combine, comme d'habitude? Déjeuner, dîner, comme d'habitude. Comme ici. Ainsi, bien, déjeuner, dîner. Il a dit, combine, on va faire l'alliance avec l'islamisme modéré. Avec le cas. L'islamisme, pas l'islam. L'islam, c'est une autre chose. L'islamisme modéré. L'islamisme modéré, c'est une aberration, ça n'existe pas. C'est comme le communisme modéré, c'est comme le nazisme modéré, ça n'existe pas. Soit on est islamiste. Mais ils ont pratiqué ça. Quel était le résultat? Ils ont fait intervenir avec ça en Égypte. En Égypte, Sisi est arrivé. En Irak, ils ont tué un demi-million de gens. Pourquoi? Si c'était efficace, j'aurais dit, oh, tant pis, ils ont tué un demi-million par-ci, un demi-million par-là. Mais si c'était efficace, en Irak, c'est les chiites qui triomphent, les choses comme ça. La diplomatie de BHL, vous connaissez. Il vient voir Sarkozy, tu montes dans les sondages, intervient, tout ça, c'est efficace, on va défendre la population civile en Libye. Si c'était défendu, ils en sont intervenus, quel résultat? Il n'y a pas de Libye, vous êtes submergés par les migrants. Parce que Kadhafi, il était servi de verrou. Les Italiens, parlez ça aux Italiens. Si c'était efficace, j'aurais accepté. Ne pensez pas que je suis pas politiquement correct, je les connais par cœur, les philosophes de Saint-Germain. Mais, pitoyable, j'aurais pu, Afghanistan, la route de la drogue qui tue les enfants, ça, je peux continuer la liste. Mais, la phrase qui m'a choqué le plus, c'était la phrase d'un ministre des Affaires étrangères de l'époque français. C'est la veille des attentats. Il fait froid. Vous allez voir. Et vous comprenez, quand ils ont fait toutes ces choses-là, vous savez, ça, c'était contre-productif. C'était vraiment inefficace. Ce ministre des Affaires étrangères, la veille des attentats, il a dit à Nusra, la veille des attentats au théâtre. Vous réfléchissez, vous prenez la phrase. Al-Qaïda fait un bon travail en Syrie. Al-Qaïda à Damas. Vous comprenez pourquoi il faut relativiser Al-Qaïda? Il faut ressortir, comme la phrase d'Obama sur Ebola et la peuple russe, il faut ressortir, ça se trouve dans l'Internet. Vous comprenez? Al-Qaïda, Al-Nusra fait un bon travail ici. Mais Poutine l'a gueulé contre son sous-fifre parce que les Russes, quand il y avait cette affaire de Sarkozy, ils ont eu plutôt de bons rapports avec Sarkozy. Et les Français, ils ont demandé, ils ont laissé passer la résolution des Nations Unies sur la défense de la population civile de Libye. Et il y avait une résolution qui servait de couverture de l'intervention franco-américaine, franco-britannique en Libye. Mais ils ont promis défendre la population. Quelle défense de la population civile? Ils ont promis le jugement, je me souviens, solennellement promis le jugement équitable de Kadhafi. Les Américains, ils ont guidé les islamistes avec le téléphone. Ils ont guidé, ils ont capturé Kadhafi, ils ont empalé Kadhafi. Jugement équitable. Si c'était efficace, mais simplement, il n'y a pas de Libye. Il y a les migrants, etc. Et ce jour-là, quand Poutine a entendu le ministre, quand il a entendu ces gens-là, il a dit jamais, jamais mais plus. Parce qu'il y a une différence. La Libye, c'est
à quelques kilomètres de l'Italie, ça concerne l'Europe. Mais Damas, ça concerne à 600 kilomètres de la frontière russe. Si Damas tombe entre les mains de Al-Qaïda, dans ce cas-là, c'est une menace pour l'intégrité nationale de la Russie, parce que le truc est automatique. Le Caucase sera en flammes, il y a beaucoup de musulmans en Russie, tout ça, c'est les choses automatiques qu'on a connues d'ailleurs après la fin. Le problème réel, c'est ça. Et quand il est intervenu, Damas, vous savez, il était à quelques dizaines de minutes d'être tombé. Le rêve de Fabius, c'était que Al-Qaïda soit à Damas. Le rêve aurait pu être réalisé. Mais simplement, je vous prédis les attentats ici, je vous prédis la déstabilisation totale et la menace les plus affolées. Vous savez pourquoi ils ont si bon rapport, les Israéliens, avec Poutine? Parce que les Israéliens, qui ne sont pas les enfants de cœur, ils ont dit ça jamais de la vie. Parce que pour eux, c'est une menace vraiment pour l'existence de l'État israélien. Bref, Poutine est intervenu d'une manière efficace, avec très peu de moyens. Il a montré d'ailleurs que dans certains domaines, les Russes sont les premiers comme l'armée, ce qui perturbe le politiquement correct occidental. Mais c'est vrai que Poutine, il a utilisé une manne pétrolière en partie pour complètement transformer l'armée. L'armée aujourd'hui russe, c'est incontestable, c'est dans certains domaines très pointus, c'est la première armée du monde. Dans d'autres, moins, ils ne veulent pas entrer parce que les Américains, ils veulent réutiliser le schéma qu'ils ont utilisé à la fin de l'Union soviétique, parce qu'ils ont poussé l'Union soviétique à la course des armements et exténué l'Union soviétique. Poutine est conscient de ça, il ne veut pas faire l'armée, certains domaines pointus. Et bref, là-bas, il a su non seulement sauver, mais plus ou moins stabiliser la situation. Maintenant, il faut gérer. La France aurait pu jouer avec les Russes, avec les Européens, parce que les ennemis ont été, sérieusement parlant, les mêmes. Mais ils ont été bloqués parce que c'est la logique de Fabius. Il préférait Al-Qaïda à Poutine à Damas. Vous voyez, c'est ça la réalité. La réalité, il ne faut pas. Mais les gens sensés, comme les gens sensés, parlez avec les gens sensés. Et vous allez comprendre. Parlez avec Védrine, qui est excellent en France, penseur, le meilleur ministre des Affaires étrangères. Et ça, parlez avec eux et vous allez entendre exactement la même. Parlez avec Kohl, parlez avec les gens. On ne peut pas vivre seulement dans son petit comité. Autrement, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de liberté de presse, parce que si on a raison sur tout et tout le reste c'est les gilets jaunes, alors je m'excuse, ça ne va pas loin. Ou Poutine, gilets jaunes et Poutine. D'ailleurs, c'est la même chose. Mon cher Vladimir, je vois qu'il fait frais tard, qu'il fait froid, que nous voulons manger quelque chose, boire quelque chose. Est-ce que tu voudrais ajouter une idée à ce que tu viens de nous dire? Non, mais vous savez, je ne désespère pas, et franchement, je sens authenticité. Il y a un bon sens même sur le continent. Parce qu'il y a, mais je m'excuse d'autant plus en Corse, je ne désespère pas, et pour ma part, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Il y a deux choses sur lesquelles je vais jouer. Vous pouvez me soutenir d'ailleurs pour le roman vrai de Dr. Zhivago. Je continue à militer pour garder le lien entre les civilisations, les choses comme ça. Et d'autre part, avec certains esprits, vous savez, ma tactique c'est la suivante. Je ne peux pas dire les choses que je vous dis dans la grande presse. Je suis obligé de t'aiguiller, d'être politiquement correct. Mais chaque fois, si vous me regardez à la télévision, tu connais, je mets un tout petit peu plus. Et ça passe. Ça passe parce qu'il y a une chose qui je voyage beaucoup en France. Il y a maintenant un grand décalage entre la presse, le monde politique et la France réelle. Les gens, les Français, et les Corses d'autant plus, ils sont supérieurs, je ne voudrais pas cracher dans la presse, à la presse et aux hommes politiques. Et ce fait-là, ça me réconforte beaucoup. Ça, c'est dans la conversation, dans les choses. Ça, je le sens beaucoup. Parce que les gens sont pragmatiques. Ils savent que les Russes ne sont pas l'ennemi.
Pourquoi les Français ont été choqués par l'absence des Russes à la festivité? Il y a les sondages. Même la presse a tapé tout ce qu'on veut. Mais les Français, non, ça ne passe pas. Vous dites que les Poutine, c'est derrière les gilets jaunes. Personne n'y croit. Vous comprenez? On peut dire ce qu'on veut. Et rester dans ce schéma. Mais simplement, c'est pas vrai. Mais non, Poutine est derrière les Corses, ça c'est sûr. Bien entendu. Est-ce que vous avez des questions à poser à Vladimir? J'ai une question à vous poser. Bonsoir monsieur. Bonsoir, allez-y. Il y a un micro, monsieur. La technique est là. Ah oui, non, super. Merci bien. Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé ce soir, c'est le mot Crimée. Est-ce que c'est pas le point de rupture avec les Occidentaux depuis l'invasion de la Crimée? Vous savez, j'ai l'impression que c'est vraiment un vous savez, je vais vous dire, moi mon père était ukrainien. Et alors je suis assez à l'aise dans les choses comme ça. Vous comprenez, l'affaire de la Crimée n'aurait jamais dû surgir. L'affaire de la Crimée, Kohl m'a dit, quand je vous ai parlé de Kohl, j'ai parlé avant sa mort, quand il était encore lucide, longtemps avec lui. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, jamais de la vie l'affaire de la Crimée n'aurait pu surgir si j'étais aux affaires. Parce que l'affaire de la Crimée a surgi pourquoi? Parce qu'il y avait une tactique américaine. C'est même pas la stratégie, c'est justement, ils ont décidé d'utiliser l'Ukraine comme fer de lance de la confrontation avec la Russie. Et la tactique de Kohl n'était pas la confrontation avec la Russie. Je lui ai demandé qu'est-ce que vous auriez fait. Il a dit, je serais allé à Sochi, on a discuté avec Poutine, il n'y avait pas d'affaire de Crimée, on a eu le passage du pouvoir, pas un coup d'État, pas la prise de pouvoir par force en Ukraine, etc. Le passage en douceur, etc. Et franchement, je partage cet avis. Je partage cet avis parce que, avec ma double appartenance, à la fois ma mère est russe et mon père est ukrainien, parce que l'intérêt national ukrainien, c'est pas du tout de détruire les finances, etc., faire penser que l'Occident va payer pour... Parce que l'Occident ne veut pas payer pour l'Ukraine. Il veut utiliser l'Ukraine comme un fer de lance de la confrontation avec l'Ukraine. Elle n'est pas capable. L'Ukraine est exténuée de corruption, tout ce qu'on veut. Mais l'intérêt national de l'Ukrainien, pour qu'on me comprenne, c'est d'être un trait d'union entre la Russie et l'Ukraine. Et prendre l'argent chez les Russes et prendre l'argent chez les Occidentaux. Ça, c'est l'intérêt bien compris. Le reste, c'est une illusion. Je discute beaucoup avec les Ukrainiens qui sont persuadés que tous leurs problèmes, c'est les Russes. C'est pas vrai. Le premier problème de l'Ukraine, c'est la corruption et ça, etc. Je discute beaucoup avec les Russes. Ils sont persuadés que tous leurs problèmes, c'est l'Occident. C'est pas vrai. Le problème des Russes, c'est les Russes. Je vous dis que les seuls qui sont... Les problèmes des Corses, je ne doute pas que ce n'est pas les Corses, mais même les problèmes français, je ne peux pas imaginer que c'est les Français. C'est l'exception. Mais bref, ça, c'est les choses comme ça. Vous voyez, ma démarche est sur ce plan-là. On est dans l'impasse à propos de l'Ukraine, je ne vous cache pas. Parce qu'il n'y a pas de possibilité, même si, pour être quand même francophile que je reste partisan de ce truc un peu bidon, mais quand même qui existe, qui était inventé par Hollande, qui était le format de Normandie. Vous savez, les négociations en 4. Les Russes, les Ukrainiens, l'Allemagne et les choses comme ça, pour essayer d'atténuer les choses comme ça. Mais la situation, elle est telle qu'elle est. Et maintenant, je crains que mes paroles, comme la rupture avec la Russie, les paroles sur le dialogue, le format de Normandie, essayer de revenir sur la table de négociation, etc., c'est les paroles en l'air, parce que ça ne se passe pas pour l'instant comme ça. Mais on verra. Voilà. Des questions? On a évoqué tout à l'heure les problèmes actuels donc, qui se passent au détroit d'Ormuz. Quel est le risque majeur? Quelles sont vos informations là-dessus? Vous savez, le risque est assez important. Il ne faut pas dire, parce qu'une partie des gens autour des Américains, ils pensent qu'il faut taper sur l'Iran. Taper sur l'Iran, trouver les prétextes, parce que c'est le prétexte quand même.
les situations à propos de ce qui se passe là-bas, c'est pas clair, l'histoire n'est pas claire, comme d'habitude, mais oublions, parce que les histoires, la guerre commence toujours avec les histoires qui ne sont pas claires. Mais la seule chose que je tiens à vous dire, que s'ils tapent sur l'Iran, c'est la prélude de la guerre mondiale. Vous comprenez? Parce que moi je connais bien la région, tout le monde contre tout le monde, mais tant que ça ne dérape, ça peut durer, et ça dure depuis 1000 ans. Mais quand ça dérape, c'est quelque chose de difficile, imprévisible. Je discute, je connais les dirigeants israéliens, je discute de temps à autre avec eux, et vous comprenez, je disais aux Américains, la bonne tactique, c'est la tactique qu'ils ont donnée par rapport à l'Union soviétique. L'Union soviétique, s'ils tapaient comme ça, il est invincible. Ils ont utilisé la perestroïka. Et en fait, l'Union soviétique est morte parce que de l'intérieur, ça. Et ça, c'est la seule possibilité. En Iran, c'est une possibilité. Et c'est la seule possibilité réelle. S'il tape sur l'Iran, il sera plus nationaliste que ça, mais c'est surtout, c'est une affaire absolument immaîtrisable, sur le plan de la régionale. Les Américains, ils sont dans l'illusion. Vous comprenez? Ils misent sur l'Arabie Saoudite en pensant que c'est un pays stable. C'est pas vrai. Vous comprenez? C'est un pays islamiste et pas du tout stable. Modernité en Arabie Saoudite, c'est une religion comme l'islamisme modéré. C'est l'illusion. Et les Français, donc moi j'ai des copains français, des grands chevronnés, spécialistes des espions français, qui ont travaillé là-bas. Demandez à eux, ils vont vous expliquer mieux. Mais le problème là-dedans, ce que les gens font, ils ne racontent pas. Parce que si vous êtes aux affaires et si vous contredisez la thèse officielle, vous êtes viré ou évincé. Et même si vous êtes à la retraite, pourquoi j'ai fait le livre sur la manipulation? Oui, bon, si je raconte les Américains, les Russes, en réalité je racontais évidemment la situation d'aujourd'hui. Parce que il faut quand même qu'on cesse d'inventer les choses. Les choses sont très dangereuses et une partie des gens en Amérique qui savent que la crise est inévitable, qui savent que c'est immaîtrisable, ils ont des tentations de la guerre. Et ça m'effraie. Ça m'effraie notamment pour les assurances vie. Est-ce que vous étiez content de moi? Oui. Oui. Je fais ça avec du cœur et avec l'amour pour la Corse. Oui. Merci. Bravo.